Et effectivement, donc je m'occupe chez Deventis essentiellement de la partie cloud au sens large et donc access management. Donc en termes de mission, c'est beaucoup de Microsoft, mais pas que, effectivement, on utilise différentes solutions, mais c'est vrai que on a souvent tendance chez nos clients à travailler notamment avec Microsoft parce que c'est un acteur que les clients connaissent de par les systèmes d'exploitation qui tournent sur leur PC, souvent. C'est aussi un acteur en termes de sécurité qui a fait sa place, mine de rien, donc sur beaucoup de points en cybersec. Alors, ils ne sont pas parfaits, hein, mais nul n'est parfait. Mais depuis ces dernières années, notamment dans le cloud, ils ont poussé énormément en termes de R&D, à la fois en termes de fonctionnalité, mais également en termes du coup de sécurisation. Donc, ils ont partout où ils interviennent, partout où ils s'implantent, donc en France ou à l'étranger, ils passent tout un tas de certifications, notamment hébergeur de données de santé pour la France, et tout un tas de certifs. Allô? Alors à la fois, bonjour. Oui, bonjour, c'est Ludovic Beauvais et Paul. Bonjour Ludovic. Bonjour Ludovic. Désolé du retard, Zoom a planté, téléphone aussi. Bon, c'est pas grave. Mais je suis là avec le café. Super. Bah, il y a Bonjour. Adrien qui commençait on lançait la discussion juste, donc je vous propose de laisser peut-être Adrien démarrer, puis que vous interveniez Oui, à mesure, et vous vous présenterez d'accord, bon, je quand vous compléterai. prendrez la parole. Ok, d'accord. Voilà. Bonjour à tous. Désolé. Pas de souci, bonjour. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, ce que l'on souhaitait aborder, alors on va faire quelque chose d'assez vivant, hein. L'objectif, c'est pas de dérouler un PowerPoint, voilà, c'est de vous présenter notamment, surtout dans les temps qui courent, de parler un peu de sécurité au sens large du terme, orienté dans le cloud, c'est-à-dire que aujourd'hui on a des sociétés qui avaient beaucoup de choses dans le cloud et qui du coup ont pu télétravailler assez facilement. Alors je fais l'amalgame, hein, mais et je fais le raccourci assez facile de dire bon, bah, si on a des choses en cloud, que l'on soit au bureau ou chez soi, c'est pareil. On peut y mettre quelques nuances. Mais grosso modo, on a beaucoup de clients, donc dès le premier jour du confinement, qui nous ont appelés pour mettre en place un certain nombre de choses pour télétravailler. Alors, moi, dans le télétravail, j'entends deux choses. J'entends effectivement le côté télétravail qui, de fait, nous a un petit peu été imposé par la force des choses, mais au quotidien, c'est également en fait le travail en itinérance, hein, depuis chez le client par exemple, ou depuis un hôtel. Comment est-ce que je vais être capable donc de travailler dans de bonnes conditions de collaboration, mais également dans de bonnes conditions de sécurité. Et donc le télétravail est une de ces effectivement de ces solutions où en fait on n'est pas au bureau et on a besoin de collaborer soit avec des personnes qui y sont, soit avec des documents qui souvent sont des documents professionnels et qui donc sont peut-être au bureau. Et pour ça, du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment nous on travaille chez Deventis, parce qu'on utilise énormément de cloud. Et donc, je vais tout simplement vous parler de ce qu'on fait nous, de ce qu'on recommande de faire. Alors, on n'a pas, on n'a pas vocation à être, on va dire, avoir la science infuse sur ce genre de choses, mais par contre, tout simplement, on va pouvoir échanger. Ce que je vous propose de faire, c'est d'échanger justement sur ces pratiques-là, sur ce que vous faites en entreprise, ce que vous vous autorisez à faire, ce que vous ne pouvez peut-être pas faire non plus. Et donc, j'ai prévu d'aborder, on va dire, 4 sujets, 4 grands sujets, hein, qui est l'utilisation de mots de passe, notamment, effectivement, on a souvent des comptes partagés en entreprise sur différentes ressources. Alors quand on est au bureau, c'est peut-être un peu plus simple, on s'échange les mots de passe sur un morceau de papier, ou alors on a un fichier partagé sur le serveur, un fichier Excel avec ou sans mot de passe, qui contient justement les credentials pour
le compte société.com pour les accès aux différentes ressources, enfin peu importe, ou le code de la banque. Donc tous ces accès-là, on va voir qu'on peut potentiellement les stocker dans le cloud. Alors sous quelle réserve justement, on va en parler. On va aussi peut-être discuter un petit peu de devices, de gestion de périphériques. Donc on a deux sortes, on va dire, de périphériques, hein, les périphériques fournis par l'entreprise et même plutôt le smartphone de l'utilisateur, son perso, donc de BYOD, qui sera peut-être autorisé ou pas à monter une boîte mail en autonomie. Hein, il connaît son identifiant, son mot de passe, on n'a rien fait de particulier. Ben, sur son smartphone personnel, il va peut-être monter ses mails perso parce qu'il aime bien pouvoir répondre, il n'a pas de smartphone professionnel. Voilà, tout ce genre de choses. Et comment on le sécurise, notamment chez nous. Un autre point, c'est la partie tout simplement collaboratif, axé donc à la fois sur ce qu'on est en train de faire, hein, potentiellement de la visioconférence, mais également du collaboratif fichier, hein, ce qu'on a souvent l'habitude de faire, donc travailler peut-être à plusieurs sur un document, ou en tout cas être à même, depuis n'importe où, en fait, de se connecter à un document, de pouvoir le modifier, le récupérer, le présenter, etc. Et un dernier point qui est également assez important chez nous, c'est parmi toutes ces choses-là, tout simplement, comment est-ce qu'on sait si ça se passe bien, s'il n'y a pas des alertes de sécurité, s'il n'y a pas des actions un petit peu bizarres de connexion qu'on n'aurait peut-être pas vues initialement. En fait, tout ce qui est log, alerting, etc. Donc si ça vous convient, on peut dérouler ces points-là, sachant que je vous présenterai un petit peu assez rapidement, hein. L'idée c'est que je ne monopolise pas la parole, mais c'est que j'amène des sujets et qu'on échange autour de ça, si ça vous convient. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez voir plus particulièrement sur les 4? Non, pas. On démarre? Ok. Bah, allez-y, Adrien, déroulez. Parfait. Parfait. Alors du coup, le premier exemple, on parlait de gestionnaire de mot de passe. Alors, j'ai vu tout un tas de choses en clientèle et j'ai également vécu tout un tas de choses effectivement du fichier TXT qui contient les différents codes d'accès au fichier Excel partagé, hein, sur un serveur avec ou un fichier qui passe, peu importe, avec des codes d'accès centralisés ou pas d'ailleurs. Des fois, c'est des fichiers qui sont sur le bureau et que chacun se partage, mais tout le monde n'a pas le fichier à jour avec le dernier code. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Et en termes de sécurité, c'est pas non plus forcément terrible. Du coup, moi, je vais vous parler notamment d'un logiciel qu'on utilise chez nous qui s'appelle LastPass. Donc, on utilise en cloud notamment. On a fait le choix en étudiant un peu le produit quand même, de partir sur cette solution-là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez LastPass, c'est quand même un gros acteur en termes de gestionnaire de mots de passe, qui permet en soi, bien sûr, d'y stocker des mots de passe, des notes sécurisées. Juste, ça s'écrit Oui, comment? LastPass, LASTPASS. Ouais, l'idée, c'est de dire que c'est le dernier mot de passe qu'on est censé connaître D'accord, oui, dans ok. le coffre-fort du mot de passe. Et peut-être une petite précision là-dessus, c'est des solutions cloud, mais je pense qu'Adrien y viendra, où même le provider cloud n'a pas accès à nos données en fait. C'est plus, ils viennent stocker nos données plutôt qu'accéder à nos données. Et utilisé notamment par Microsoft eux-mêmes. LastPass, qui est un produit en fait de la société. Vous connaissez peut-être Logmein qui fait la prise en main à distance comme TeamViewer, ce genre de choses. Donc c'est un des leaders là-dessus et c'est eux qui sont notamment des institutions françaises. Ça a coupé Léo là, c'était très haché. Pardon, je disais utilisé notamment par des institutions publiques françaises, LastPass. Alors effectivement, côté LastPass, le gros avantage, alors déjà en effet, c'est que l'utilisateur, quand il va par exemple y stocker des mots de passe, en fait il a plusieurs choix, hein. Il peut stocker des mots de passe pour lui-même ou des mots de passe partagés avec d'autres personnes de l'entreprise. Donc déjà ça résout le problème du fichier qui doit être mis sur un serveur pour que potentiellement plusieurs personnes puissent y accéder.
Donc ça se présente notamment par un petit plugin que l'on installe sur le navigateur et qui nous permet de parcourir ce coffre-fort hein, de code d'accès, qui nous permet également éventuellement de faire de l'autocomplétion sur les sites, hein, par exemple sur le site notamment mettons de l'Aspace hein, pour pouvoir s'y connecter, le site de Microsoft. En fait, il va, si on le souhaite, pouvoir automatiquement nous proposer les credentials, un petit peu comme ce qu'on utilise dans le navigateur aujourd'hui, hein, pour ceux qui font mémoriser le mot de passe. La fois d'après, quand on viendra sur le site, il nous proposera éventuellement, alors soit en autocomplétion, soit avec un petit logo à côté du champ de mot de passe, de cliquer dessus, de remplir automatiquement le nom d'identifiant et le mot de passe, et de pouvoir se connecter. Donc sur ça, on est sur un fonctionnement très basique que l'on peut pousser assez loin, mais pour dire que ça fait très bien le travail. En fait, son objectif, c'est ça, c'est de centraliser des mots de passe, potentiellement des mots de passe d'ailleurs très compliqués, et le seul mot de passe que l'on a besoin de mémoriser, justement, c'est le mot de passe, c'est la clé qui permet en fait de déchiffrer et d'accéder au coffre-fort. Donc l'utilisateur, le matin, quand il va aller dans son navigateur, il va taper un mot de passe assez complexe, mais au moins qu'il peut mémoriser. Et après, tout ce qui est mot de passe du site, de tel site, du mot de passe Microsoft, etc. En fait, tout ça, il n'est même pas obligé de les connaître. Ça peut être des mots de passe générés aléatoirement de 20 caractères, pourquoi pas. En fait, le seul mot de passe qu'il doit retenir, parce qu'après, il a accès aux autres, c'est son mot de passe de déchiffrement, enfin d'ouverture du coffre-fort. Parmi les avantages de l'Aspace aussi, on a une gestion en fait assez granulaire de droits, c'est-à-dire que l'on peut aussi dire, bah, voilà, je te partage l'identifiant de la banque, par exemple, mais par contre, je ne t'autorise pas à voir le contenu du mot de passe, c'est-à-dire que je ne t'autorise uniquement à t'y connecter, mais tu ne pourras pas avoir accès au petit œil qui permet de voir en fait ce mot de passe-là pour le copier-coller ailleurs et le garder si besoin est. Donc c'est parmi les avantages. Après, on a des droits assez granulaires, on peut faire des droits de partage. Nous, chez nous, notamment, ce sont des droits par équipe pour que l'équipe commerce ait accès à un certain nombre de ressources, mais pas forcément partagées avec l'équipe de développement. L'équipe cybersécurité a des accès, etc. Et après, tout ça sont pilotés, enfin tous ces accès sont pilotés par une console cloud centralisée. Donc voilà en termes de fonctionnalité. Alors c'est vrai que on a souvent tendance, et moi le premier, hein, quand j'ai commencé l'informatique, le cloud, on ne savait pas trop ce que c'était, et on n'avait pas vraiment envie d'y stocker des choses sensibles, hein, notamment des codes d'accès qui sont quand même des choses assez importantes et assez vitales. Mais c'est vrai que l'avantage, comme Léo le disait tout à l'heure, c'est que ces données-là sont chiffrées. Alors l'Aspace n'a pas accès aux données et elles sont chiffrées notamment avec les codes qui nous permettent nous de déverrouiller nos différents coffres-forts. Voilà. Petite précision technique, ouais, c'est en fait le chiffrement et le déchiffrement se fait toujours sur votre machine ou dans votre plugin JavaScript sur le navigateur. Donc en gros, techniquement, il n'y a jamais de données déchiffrées qui transitent nulle part. Et un petit point aussi, c'est que tout ce qui est double authentification, couplage Active Directory, enfin ce que vous avez l'habitude peut-être d'utiliser, ça marche aussi avec l'Aspace. Donc il n'y a pas de blocage, et il y a une fonctionnalité qui est assez sympa côté plus, on va dire manager ou chef d'entreprise, c'est que dans la console d'admin, vous pouvez voir les taux d'utilisation des mots de passe aussi par site, et ça vous permet notamment, nous dans certains cas, quand on a un site pour training en ligne sur lequel il y a un passe en fait 3 personnes, parce que c'est un accès très terrible pour prendre. Bref, on peut voir les taux d'utilisation des Léo, c'est haché de nouveau. Ah pardon. Je disais, il y a des taux d'utilisation de mots de passe qu'on peut voir. Comme ça, on peut savoir si les accès sont vraiment utilisés, les logiciels, par nos équipes. Par exemple, vous payez un outil de training en ligne, vous pouvez voir si les identifiants sont utilisés ou pas. Ça vous donne des statistiques d'usage en fait dessus, et notamment ensuite aussi des statistiques de gain de temps que la solution a pu procurer à votre équipe. Si on estime qu'elle a gagné 30 secondes par mot de passe, fois 8000 ou 10 000 saisies de mots de passe dans le mois, ça vous donne une idée du gain de productivité que vous avez eu grâce à la solution. Moi, j'ai une petite question en fait sur ces logiciels d'une manière générale de stockage de mots de passe. Ça veut dire qu'effectivement, on n'en conserve qu'un.
et ça permet d'accéder à tous. On imagine bien que ce 1-là, il ne faut surtout pas le diffuser. Et si par maladresse, une raison ou pour une autre, il est diffusé ou piraté, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre tous nos œufs dans le même panier? C'est-à-dire, au lieu d'avoir un problème avec quelques sites, on va avoir un problème avec absolument tout. Nos mails, notre banque, et ainsi de suite. Alors, attention, voilà, les Est-ce mots que de la passe. dispersion ne permet pas au moins de faire quelques Alors, c'est toujours pare-feux? la question en sécurité. C'est comme quand on dit j'ai qu'un seul badge qui permet d'accéder à pas mal de choses dans mon bâtiment. L'avantage, c'est qu'en cas c'est que c'est beaucoup plus simple à gérer. Et d'un point de vue de sécurité, les études ont prouvé déjà qu'il vaut mieux regrouper pour mieux contrôler en tout cas que d'en avoir partout, généralement. Mais après, il y a un risque, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que LastPass et les autres, même Dashlane ou d'autres, gèrent la double authentification, gèrent aussi des blacklists d'IP, enfin des autorisations que depuis telle ou telle IP. Donc, on peut déjà restreindre quand même pas mal de choses au niveau de l'accès au coffre-fort. Et dernier point, c'est que les mots de passe qu'on a dans LastPass ne protègent nullement d'un piratage, même de son PC, une fois qu'on a déchiffré les mots de passe. Donc, bien sûr, tous les comptes qu'on a dans LastPass, il faut avoir de la double authentification dessus. Ce qui veut dire que même si on avait notre taux de mot de passe qui était compromis, on aurait de la double authentification sur le site de la banque, sur le site de tel autre, etc., etc. Donc, il faut quand même avoir une deuxième barrière de sécurité, bien évidemment, toujours. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer, parce que c'est vrai que c'est très compliqué de retenir tous les mots de passe, mais on va dire 98% des mots de passe des comptes qu'on crée sur Internet sont des comptes relativement insignifiants. Et puis quelques-uns sont particulièrement sensibles, hein. Je pense à l'accès évidemment à la banque, je pense à l'accès à nos mails, puisque dans nos mails, il y a une quantité d'informations absolument extraordinaire, voire même il y a certains mots de passe qui circulent. Donc si on donne cet accès-là à quelqu'un de mal intentionné, j'imagine qu'il peut faire pas mal de choses. Donc est-ce qu'il ne faut pas avoir deux niveaux en fait, avoir un niveau 98% des mots de passe qui ne sont pas si cruciaux que ça, que je mettrais dans un truc centralisé, mais quand même le truc super Alors, grave qui est la banque et mes mails, je c'est- me fais un mot de passe à moi uniquement dans ma tête, alors, hyper complexe. on peut faire ça, bien sûr. Il y a toujours un ou deux accès dont on peut se dire, même tout simplement, qu'on n'a pas confiance dans l'administrateur chez nous de la solution. Parce que si on est 2, 3, 4 administrateurs de la solution, il y a des possibilités dans l'espace qu'on peut désactiver d'ailleurs au niveau administratif, mais de réinitialisation de clés entre des personnes. Donc, on peut aussi avoir un problème de confiance en interne. Ça ne réglerait pas le problème. Par contre, dans l'espace, il y a cette notion de double coffre. On a un coffre par défaut qu'on va déverrouiller avec un mot de passe. Le matin, par exemple, pendant 4 heures. Et tous les 4 heures, ça nous redemande. Mais on a la possibilité de dire, c'est pas parce que j'ai déverrouillé mon coffre-fort, c'est un peu comme dans une banque, on rentre dans la salle des coffres et ensuite on a besoin d'une autre clé pour ouvrir un autre petit coffre. Ça, c'est géré dans l'espace, on n'en a pas parlé parce que c'est assez technique là-dessus. On peut dire que, par exemple, le mot de passe de la banque n'est pas déverrouillé automatiquement quand on se connecte à l'espace. Lui, il restera tout le temps chiffré et il va falloir retaper son mot de passe à chaque fois qu'on le réutilise pour que ça le déchiffre que pendant quelques secondes. Ce qui fait que le risque sera encore plus réduit à ce niveau-là. Et comme on disait tout à l'heure, ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'un mot de passe, ça n'est jamais sécurisé par définition. On peut toujours avoir quelqu'un qui l'a vu quand on l'a saisi la première fois, qu'il a intercepté sur le réseau, sur notre PC. Donc, c'est double authentification. Et l'idéal même dans la gestion des identités et des mots de passe, mais il n'y a pas toutes les plateformes qui le proposent, c'est de ne plus utiliser de mots de passe. C'est d'utiliser ce qu'on appelle du SSO, du Single Sign-On, c'est-à-dire une fédération, une centralisation des identités qui nous permet de juste se connecter à un Active Directory, un Azure AD, à peu importe quoi, pour ensuite se connecter avec des tokens. Donc là, on n'a plus du tout de problème de sécurité. C'est le concept d'avoir un passeport en France. On prouve son identité une seule fois quand on génère son passeport avec tous les bons papiers. Et une fois qu'on a un passeport, on passe partout là où on veut sans avoir de vérification complémentaire. Donc ça, c'est l'idéal, c'est le Graal. Mais comme on sait que beaucoup de sites ne gèrent pas encore le SSO, on est obligé de jongler avec ces fameux mots de passe. Et d'après votre étude que vous avez faite, là, l'espace est vraiment au-dessus des autres ou il en existe d'autres? Ils font En tous la fait, même chose? le deuxième meilleur selon nous, c'est Dashlane. Dashlane qui est franco-américain. Enfin, aujourd'hui, la société américaine, mais c'est un Français qui avait créé ça à la base. Donc, d'un point de vue droit des données, Dashlane et l'espace, on est dans le même panier. C'est-à-dire que si la NSA voulait à un moment corrompre le code source de l'outil, pousser des mises à jour vérolées, c'est comme sur votre Windows ou votre Mac. Vous pouvez
enfin, là, vous faites confiance aux Américains et pour Zoom, et pour Windows, et pour macOS, et pour Android, pareil. Donc, si la NSA voulait vraiment faire une attaque d'ampleur, elle pourrait potentiellement le faire. Par contre, d'un point de vue taille de structure et fonctionnalité entreprise, LastPass a vraiment une longueur d'avance sur Dashlane, notamment sur des centaines, il y a plusieurs centaines d'options pour les administrateurs qui sont vraiment très poussées pour justement forcer les utilisateurs sur certains sites à avoir des niveaux de sécurité qui sont supérieurs à ce que le site demande, des doubles authentifications, des triples authentifications, des notions de partage, comme disait Adrien, avec des mots de passe qui sont cachés. Alors techniquement, on peut peut-être feinter le système si on est développeur sur son PC, mais on va vraiment limiter les risques et c'est là où LastPass se démarque. C'est pour toutes ces options. Quand on a un peu admin bidouilleur, il y a 20 pages d'options qu'on peut utiliser. Et ce n'est pas que des mots de passe d'ailleurs. Dans LastPass, il y a de la notion, comme les autres d'ailleurs, de notes sécurisées. On peut stocker des notes, peu importe le type de notes qu'on peut avoir besoin de stocker. Voilà, quelques notes de réunion à un moment où on n'a pas envie de les mettre dans un outil type Outlook, OneDrive ou autre, parce qu'on n'a pas envie à ce moment-là que la note soit déchiffrée dans le cloud. Là, on sait que le chiffrement sera fait sur notre machine avant même d'être déposé sur le cloud. Donc, on a la clé chez LastPass, il y a des audits indépendants qui sont faits. C'est toujours pareil. Après, on peut ne pas avoir confiance dans l'auditeur, mais c'est autre chose. Le chiffrement reste toujours sur notre machine. Donc, si notre machine n'est pas vérolée, normalement, le risque de perte d'informations, en tout cas de divulgation d'informations, je ne parle pas de perte au sens destruction, mais de divulgation, est quasi nul. Il n'est pas à zéro, mais il est quasi nul côté LastPass. Le vrai risque, il reste principalement sur le PC de l'utilisateur. Malheureusement, c'est là qu'on a la majorité de fuites, c'est sur le PC de l'utilisateur. Juste une question. Pardon, oui. Vas-y. Ouais. Il n'existe pas d'équivalent français ou européen, du coup. C'est Dashlane. Dashlane, d'accord. Ouais. S-H-L-A-N-E, mais Dashlane, c'est un peu comme Mailjet ou certains, quoique Mailjet est peut-être plus français aujourd'hui, mais il y a énormément de capitaux américains, c'est compliqué. On prend même Gemalto qui fait les cartes à puces. Gemalto, le premier investisseur de Gemalto, c'est la CIA à la base, enfin c'est InQtel, c'est un fonds d'investissement de la CIA, donc c'est compliqué dans l'informatique voilà, d'avoir une indépendance américaine à certains niveaux là-dessus. Donc, l'autre possibilité qu'on a après, c'est comme n'importe quel outil, c'est de refaire un chiffrement du mot de passe, nous, avec un outil sur notre PC, et d'utiliser l'outil. Mais on perd le côté vraiment gain de temps, parce que LastPass marche très bien sur le mobile, sur tous les navigateurs. Ça s'intègre même à la session Windows. Vous pouvez intégrer LastPass dans des logiciels qui ne sont pas dans le navigateur. Même des logiciels métiers, vous avez un plugin Windows qui vient injecter les credentials dans un ERP, dans un logiciel métier Win32, enfin dans un exécutable. C'est vraiment un produit qui est ciblé entreprise. C'est un produit qui coûte cher ou... Ça va alors, il y a une version gratuite qui est déjà vraiment bien pour les particuliers. Et ensuite, la version la plus chère de toutes, c'est 4 € par mois ou 4 $ par mois par utilisateur. Ça, c'est la version la plus chère de toutes. Et entre les deux, vous avez plusieurs variantes avec plus ou moins de gestion d'équipe, de fonctionnalités avancées, de SSO, etc. Donc, ce n'est pas donné, mais en même temps, vu le gain de productivité qu'on a, et ils ont bien fait un joli dashboard pour nous le rappeler qu'on a gagné ce mois-ci 3000 insertions de mots de passe manuels, ça se rentabilise extrêmement vite. Merci. En complément quand même, enfin, c'est Ludovic là de Equipol, en complément effectivement de cette gestion des mots de passe par cloud qui est vraiment très bien effectivement. Je pense que il y a deux autres points importants. C'est pour rester français, il y a des solutions anti-spam qui permettent de gérer le flux effectivement entrant-sortant, qui permettent d'analyser même au type d'URL provenant du message envoyé pour intercepter toute tentative de ransomware, par exemple. Je pense qu'il y a aussi un point important à mettre en avant en deuxième solution, c'est aussi les notions d'RGPD. Je ne sais pas qui je crois que c'était Léo qui parlait du mot de passe avec le post-it sur le bureau tout à l'heure. Effectivement, ça, c'est des points qui sont super importants à mettre en place dans une entreprise, c'est qui est, même si on ne veut pas s'américaniser non plus, c'est appliquer les notions de normes dans l'entreprise pour la gestion des mots de passe. Moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau aujourd'hui, c'est que pas mal d'entreprises ne sont pas du tout équipées, ont le mot de passe sur un post-it
et n'ont pas mis en place une notion même toute simple d'incrémenter un mot de passe via l'antivirus pour utilisation d'une session, on va dire. Beaucoup de clients se connectent via Citrix au site principal de l'entreprise, en étant un client léger pour utiliser les applis névralgiques de l'entreprise. Même là-dessus, il n'y a pas de sécurité qui sont mis en place. Je veux dire par là que les gens se connectent de leur domicile, même si c'est pour le PC de bureau, donc en Internet public, hein, se connectent directement à leur Citrix, donc deviennent sur un pont, un VPN sécurisé, et se connectent sans être complètement sécurisés via des mots de passe. Et ça, c'est... alors, je ne sais pas si c'est une faille qui peut être par le mot de passe de staff ou pas, mais ça génère énormément de perturbations au niveau des sites propres aux clients. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ouais, ouais. Allez. Donc voilà, je voulais avancer cette notion de produits français via Vadesecure, je ne sais pas si vous connaissez, qui gère les flux entrant-sortant, qui vous permet, c'est un anti-spam, hein, qui vous permet de sécuriser en complément du mot de passe que vous pouvez mettre en avant. C'est vrai que là, c'est plus sur la partie messagerie. Après, nous on m'en parlait vraiment de manière purement générique, hein, pas que email, mais outils qu'il faudrait utiliser. Mais c'est vrai que c'est, oui, la partie anti-spam. Adrien, je pense, qu'avait aussi prévu de parler un petit peu de ça, mais pas de produit. Prévu de nous parler de cette partie-là. Peut-être Adrien, si tu veux. En fait, j'ai pas tout à fait bien entendu le nom du produit, parce que la communication n'est pas très bonne. Je ne sais pas si tu as accès au chat pour mettre un lien ou l'écrire. Oui. Ah, attends. Non, non, je suis par téléphone. Ah, c'est okay. Vadesecure, je vous l'écris. C'est un produit de Lille. C'est bien ça hein, dont tu parlais. Oui, Vadesecure, ils sont à Lille. Voilà. C'est une société française qui équipe notamment les opérateurs sur les anti-spam, Free, Orange, etc., entre autres. En fait, à l'origine, c'est une entreprise qui a été développée en premier lieu, qui a été rachetée par Airbus pour développer et sécuriser toutes les applications d'Airbus. Donc, quand on sait qu'ils ont plus de masques que les gens en hôpital aujourd'hui, vous voyez le côté névralgique de l'industrie aéronautique. Ils ont été, Airbus a mis beaucoup d'argent pour les développer. C'est une solution qui permet de regrouper dans une grande base de données les attaques qu'il peut y avoir chez des clients à Tokyo. Vous bénéficiez, vous, à Montpellier, de la mise à jour du type d'attaque qui a eu lieu sur le client de Tokyo et vous permet de vous prémunir de cette attaque-là. Donc, il y a en permanence, à la milliseconde près, une mise à jour qui est faite pour tous les utilisateurs clients pour éviter effectivement de subir ces attaques-là. Sachant qu'on est... sachant que ça vous sert... Oh, pardon, j'ai perdu le fil de mon idée. Excusez-moi. Il est tôt. Ça, on va peut-être aussi l'aborder du coup dans la gestion des périphériques, non? Ou pas? Alors, en fait, justement, c'est un sujet très intéressant parce que, alors, il est effectivement pas propre à Vadesecure, mais il utilise on va dire une fonctionnalité qui est de plus en plus prisée, notamment sur les outils connectés. Alors, bien sûr, les outils cloud sont connectés, mais bon, ça marche aussi sur certains outils on-prem, mais qui est justement, nous par exemple, on utilise directement Microsoft, mais qui fonctionne sur le même principe, qui est de dire, je représente des centaines de milliers, des millions d'utilisateurs, de boîtes mail, etc. Donc j'ai un flux mail colossal en entrant, toutes sociétés confondues, et donc je suis capable de prévenir la société Z si la société X est en train de recevoir une campagne massive et que la société Z commence à recevoir un mail similaire ou deux ou trois, il va pouvoir dire ah ouais, mais je suis déjà habitué à ce que l'autre société reçoive ce mail-là, donc je vais le bloquer. A contrario, un même mail unique éventuellement
qui est envoyé à un client, il paraît légitime, il paraît propre, mais Microsoft l'a bloqué. Pourquoi? Parce que Microsoft, en fait, en a reçu 150 000 sur tous les clients confondus. À chaque fois, il y avait qu'un ou deux mails par société. Donc, à l'échelle d'une société, c'était pas très grave, c'était même potentiellement légitime. Mais en fait, grâce à justement ces communications et ces différents clients, donc tout est automatique, tout est implicite, mais justement, on est capable d'être protégé parce qu'un client a eu le même mail au même moment ou la veille, par exemple, et justement, il y a eu ces alertes qui ont été levées. Et donc, quand c'est mon tour de recevoir le mail, ce mail est bloqué. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. C'est toutes ces communications et en fait de bénéficier de sécurité avancée parce que quelqu'un d'autre, et pas moi, quelqu'un d'autre a eu ce problème-là. Et donc ça, c'est vraiment en complément de ce que vous disiez tout à l'heure pour le mot de passe avec Staff, quoi. C'est vraiment en complément, quoi. Ça, de toute façon, en effet, c'est même, alors je ne vais pas dire primordial aujourd'hui, mais c'est un très très gros atout d'avoir ces fonctionnalités-là, parce que on bénéficie justement de ce que malheureusement, de ce que les autres peuvent subir. Et maintenant, Microsoft, je reviens sur Microsoft, mais c'est d'expérience, Microsoft, même après avoir délivré un mail qu'il pensait légitime, est capable de le retirer en disant « Oula, en fait, non, je l'ai reçu beaucoup ce mail-là », et de pouvoir venir le retirer quelques secondes après avoir délivré le mail. Donc ça, c'est des petites fonctionnalités comme ça qui sont très intéressantes. Et quand on sait que le mail est un énorme vecteur d'infection possible, la petite pièce jointe qui va bien, ils sont de mieux en mieux faits. Je ne sais pas si vous avez reçu, notamment sur les boîtes personnelles récemment, mais des mails qui se font passer pour des banques, pour des associations, enfin notamment pour la crise actuelle, qui demandent de faire des dons, alors on peut récupérer 40-50%, etc. Enfin, c'est très très bien fait, et pourtant ce ne sont pas des mails légitimes. Et maintenant, les fautes d'orthographe, il y en a de moins en moins dans ces mails-là. Avant, on arrivait un petit peu à s'y retrouver grâce à ça, mais c'est de plus en plus compliqué. Donc il faut que les outils, avant que ça arrive chez l'humain qui va voir le mail, il faut que les outils soient de plus en plus améliorés pour que justement ils puissent au maximum reconnaître. Et quand on n'arrive pas à reconnaître dans la structure du mail, si on arrive à dire que ce mail a été reçu par nous, Microsoft, 150 000 fois ou 200 000 fois en quelques secondes ou quelques minutes, ça permet facilement de mettre le haut là, alors que sur le mail seul, ça aurait été très compliqué. Peut-être pour faire une transition, justement, après, il faut se dire que dans tous les cas, la menace, un jour, vous l'aurez. Enfin, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un de chez vous, ou c'est un de vos sous-traitants ou partenaires ça sera passé à travers le filtre. Les filtres, ils ne sont jamais efficaces à 100%. Et une fois que vous êtes infecté pour une raison ou une autre, imaginez un bateau avec les cales qui sont découpées en petits morceaux pour que si ça prenne l'eau, on puisse isoler. Même chose avec les portes coupe-feu dans un hôpital. Une fois que ça rentre, c'est là où le contrôle du périphérique et la restriction des droits au minimum syndical dans l'entreprise sont le plus importants. Tout comme vous pouvez être admin aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui ont du Microsoft, du Google, peu importe en cloud, ce n'est pas parce que vous êtes administrateur de solution ou vous avez des managers qui ont des droits d'admin qu'il faut utiliser ces droits tout le temps. Ce qu'on appelle le just-in-time. Vous devez vous donner le minimum de droits, vous devez accéder au minimum de droits. Désolée, mais on ne vous entend plus. Pardon. C'est inaudible. Je me suis mis en Wi-Fi parce que j'ai un collègue qui utilise un truc là. Je disais, il faut toujours être sur le minimum de droits, le minimum de ressources et contrôler le mieux que vous pouvez l'appareil sur lequel l'utilisateur va recevoir cette menace. C'est peut-être, Adrien, pour la transition côté device, sur pourquoi aussi faire attention à ça, et notamment les téléphones perso prohibés. Tout à fait. Très rapidement, effectivement, sur la partie notamment BYOD, c'est-à-dire qu'on peut autoriser, ou pas d'ailleurs, c'est le principe justement, l'utilisateur d'utiliser son propre smartphone pour telle ou telle application. Par exemple, on peut l'autoriser ou pas à charger ses mails sur son téléphone personnel, à charger son outil de SharePoint Online, pour voir du coup les documents, son outil Teams pour collaborer, etc. Étant donné que, par exemple, nous, on a fait le choix de mettre beaucoup de choses chez Microsoft, du coup, les applications Microsoft sont un vecteur, et donc si elles sont installées sur
sur un téléphone qui n'est pas managé, qui n'est pas géré par l'entreprise avec des politiques très particulières, ça peut poser problème. Par contre, on peut faire le choix quand même d'autoriser dans une certaine mesure ces applications. Et donc, par parallélisme, on va dire, avec ce qu'on appelle le MDM, et qui permet de venir en fait piloter les smartphones, enfin les devices fournis par l'entreprise, donc le poste de travail, le smartphone professionnel, etc., la tablette professionnelle. On est capable aussi, notamment chez Microsoft, mais pas que, hein, il y a tout un tas de solutions qui permettent de le faire, mais l'avantage c'est qu'en activant une case, on peut le déployer. C'est tout simplement de faire le Mobile Application Management. Donc on n'est plus sur le périphérique parce qu'on n'a pas la main sur le périphérique personnel de l'utilisateur et on ne veut pas l'avoir d'ailleurs. Par contre, on peut avoir la main par le biais de son compte sur l'application Outlook, sur l'application SharePoint, l'application Teams. Et on peut dire, cette application, si l'utilisateur se connecte donc avec ses identifiants professionnels et qu'il cherche à accéder donc à de la donnée professionnelle sur un smartphone qui n'est pas déjà référencé dans une base comme étant un smartphone pro fourni par entreprise, alors soit on peut refuser l'accès tout simplement, soit on peut dire OK, s'il est à jour en termes de mise à jour, s'il est compliant, si jamais il respecte, s'il a un mot de passe, etc. On peut venir mettre tout un tas de conditions ou s'il est connecté depuis tel endroit, etc. Donc on est capable en fait de venir non plus sur un device mais sur une application conditionner l'ouverture de cette application et l'accès aux données. Tout comme on est capable de dire, OK, je t'autorise l'accès aux données, par contre, j'interdis toutes sortes de données de l'application. C'est-à-dire que je vais interdire le téléchargement de fichiers, etc. Donc on peut avoir ce niveau de maîtrise et c'est fondamental quand on autorise justement les smartphones. Alors je parle de smartphones, mais, parce que c'est le cas, hein, 90% du temps c'est des smartphones. Donc, quand j'autorise le smartphone de l'utilisateur qui n'est pas passé par moi et sur lequel je n'ai pas pleine maîtrise, en fait c'est de venir sur les applications, bloquer ou autoriser sous condition l'accès aux différentes données qu'elles permettent de débloquer. Donc ça c'est très important si jamais on n'a pas bloqué l'usage d'un smartphone personnel, on peut quand même venir l'autoriser parce que des fois ça peut être légitime et on peut aussi l'autoriser que pour certaines personnes d'ailleurs. Donc on peut venir verrouiller sur les applications et donc on embarque la sécurité sur l'application. Voilà. J'ai fait assez rapide sur cette partie-là parce que effectivement l'heure tourne. Mais est-ce que vous avez, alors je ne sais pas ce que vous avez justement de votre côté comme politique particulière. Est-ce que des collaborateurs utilisent des smartphones personnels? Est-ce que justement c'est bloqué? Oui, ouais. Bon, je peux juste dire Charles Bensoussan, Techform, nous ce qu'on utilise c'est Dashlane. Et ensuite, en termes de gestion de périphérique, on utilise Pulseway. Voilà, logiciel qui permet aussi exactement ce qu'Adrien vient d'expliquer, c'est les téléphones, un ordinateur. Si jamais on se fait voler un ordinateur à distance, on peut vérifier et reformater automatiquement, enfin, tout suivre. Alors, peut-être pas de façon aussi poussée que les applications que vous venez d'énoncer, puisqu'on n'est pas non plus une grosse entreprise, hein. On est à une petite quarantaine de personnes. Mais déjà, la politique, c'est vraiment... moi, je suis très parano. Maintenant, on ne pourra jamais éviter que de se faire pirater si vraiment un hacker veut vraiment rentrer. Il y aura toujours, je pense, un contournement, mais au moins mettre déjà des prérequis et des préalables qui puissent les premiers... enfin, en tout cas, avoir une protection minimum, y compris au niveau des sauvegardes, parce qu'on est dans le cloud, mais une partie qu'on gère aussi sur les serveurs chez nous. On est en télétravail, on utilise le VPN, mais bon, c'est toute l'application. Enfin, c'est pas tout le monde qui peut se connecter. Voilà, donc je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire en termes de suivi de sécurité d'entreprise. Voilà, je voulais juste dire ça. Là-dessus, pour ajouter, c'est que nous, voilà, chez nous en tout cas, parce que c'était le thème aussi, on a choisi du Microsoft parce que pour des notions de conformité, notamment en France, c'est plus pratique pour nous, pour certains marchés publics ou autres notamment, données de santé par exemple.
Mais on a des données qui sont aussi dans le data center, on va pouvoir splitter, donc on a des besoins de VPN, on a toujours ces besoins-là. Et beaucoup de ces solutions coexistent entre elles. C'est-à-dire qu'on va des fois utiliser l'état de la machine avec la solution de MDM, donc Mobile Device Management, vérifier que la machine soit conforme en termes de mise à jour, d'antivirus, de chiffrement du disque dur, pour conditionner l'accès au VPN. Nous, on utilise par exemple du Palo Alto Networks ou d'autres technos, mais on ne peut pas se connecter au VPN de l'entreprise si on n'a pas le management centralisé. Et c'est ce management centralisé qui vient déposer même un certificat, donc un certificat au sens cryptographique du terme, sur le poste ou le téléphone de l'utilisateur. Et c'est ce certificat qui vient nous authentifier sur le VPN. Ça fait que toutes ces solutions, en fait, c'est la force aussi d'utiliser ça, c'est que ça va vous permettre de mettre en place des VPN sans mot de passe. Parce qu'on parlait tout à l'heure des fameux mots de passe qui sont galères à gérer avec Luc. Si on arrive à passer au zéro mot de passe via du certificat notamment, c'est vrai qu'on gagne aussi en sécurité parce que le certificat, il est super facile à révoquer, il est attaché à la machine. Et si on n'a pas la bonne solution, c'est ingérable les certificats. Gérer les certificats à la main, personne ne peut le faire, hein, sauf si on est trois. Donc là-dessus, on va essayer de mettre des briques et petit à petit de voir ce qu'on est capable d'automatiser comme ça. Mais le côté gestion, déjà d'avoir une solution, avant même de dire quelle solution ou jusqu'où on l'a configurée, va aussi vous-même vous réduire le risque tout simplement au niveau des collaborateurs. Parce qu'un collaborateur qui sait que sa machine est managée, autorégule. C'est con comme ça, mais… Absolument. Et je l'ai vécu. C'est exactement, on utilise Teams connecté, mais quand on a mis Pulseway en place, on leur a dit attention, c'est pas pour vous fliquer, même si on peut vérifier. Moi, je peux me connecter, voir qui utilise telle machine et le taux d'utilisation. On ne va pas jusqu'à voir si la personne travaille. Hein. C'est pas ça. Mais si la machine est utilisée, si l'UC est utilisé, voilà. Donc déjà, rien que ça, de savoir que derrière, on peut se connecter et vérifier l'état de leur machine. Effectivement, on a empêché que n'importe qui installe n'importe quelle application. Déjà, des jeux, tout ça, le gros point qu'on a, on aide beaucoup de nos clients sur la partie accès à des marchés au-dessus. Donc, on a des clients sur le médical, c'est accéder au marché IPA, enfin la certification américaine sur le médical, d'autres dans l'aéronautique pour vendre. Voilà, il y en a un qui s'occupe de faire des boîtes noires, donc les boîtes noires, elles vont là, vous imaginez. Une fois qu'il y a ces outils en place, c'est aussi de profiter d'avoir mis ces outils pour votre sécu, pour aller vous en servir d'un point de vue marketing ou d'un point de vue accès à des nouveaux marchés. Si vous mettez ça en place, il faut vous dire qu'il n'y a quand même malheureusement pas grand monde qui le fait sur les TPE, PME aujourd'hui. Les grands comptes l'ont fait depuis longtemps, généralement. Quand Airbus s'est fait pirater l'année dernière, ils se sont fait voler toutes leurs données. Ce n'est pas directement Airbus qui s'est fait toper, c'est 3 de ses sous-traitants qui se sont fait pirater salement. Et derrière, ils vont de plus en plus vous imposer, ces gros, de vous mettre en conformité, de vous demander de la documentation. Donc, si même économiquement parlant, vous ne le faites pas pour vous, rien que d'un point de vue accès à des marchés, en plus, c'est intéressant. Ça rassure vos salariés aussi que sur le côté un petit peu carré, vous faites attention à leurs données, parce que c'est leurs données à eux au milieu. Aujourd'hui, vous connaissez leur taux d'impôt à la source, vous connaissez la totale. Quoi. Vous avez un CE, c'est encore pire. Il y a le nom des enfants et l'école où ils vont. Donc derrière, tous ces petits points, il faut aussi surfer dessus pour vous en resservir, redonner ça au RH dans la newsletter mensuelle en disant que vous avez investi dans la sécu, etc. etc. Essayez de bénéficier un petit peu de ça dans votre démarche RSE aussi. Pas qu'une dépense. Quoi. Absolument. Est-ce qu'il y avait d'autres points spécifiques que vous vouliez voir ou des questions sur des sujets? Autant profiter s'il y en a qui avaient des questions directes. Puisqu'on a abordé le sujet de nos salariés, des équipes, il y a un sujet qui me paraît assez important, c'est le côté formation. En tout cas, sensibilisation. Juste un petit témoignage, nous on a notre assurance qui propose en fait un circuit de formation des salariés. Et donc, si tous les salariés suivent ça, ça permet une petite réduction de la prime. Et ça me paraît un sujet assez intéressant, quoi.
Ouais. Bah, c'est exactement ce que. Alors là, je prêche pour notre paroisse, bien sûr, c'est ce que nous on fait pour beaucoup de clients. On est des fois contacté par des assureurs, malheureusement quand c'est trop tard, où là, c'est l'assureur qui peut envoyer un expert ou des experts pour aller vérifier si la sécurité est bonne ou pas bonne chez le client. Alors là, je parle de sécu très global, pour lui faire monter sa prime, justement. Il y a des entreprises qui, pas que pour des raisons d'assurance et de primes d'assurance, vont aussi faire suivre des cursus de formation, sensibilisation. Alors nous, on a le marché pour le ministère des Armées, on fait ça en interne chez eux, ou chez beaucoup d'éditeurs de logiciels. Les entreprises vont donner un petit peu ce qu'on appelle des laissez-passer Internet, où ils vont assouplir la politique de filtrage des pare-feux si l'utilisateur en interne a passé certaines sensibilisations. Par exemple, est-ce que vous avez le droit d'avoir les réseaux sociaux de débloquer ou tel site de partage qui sont peut-être un petit peu orientés perso, ils n'ont pas envie de bloquer, mais ils vont bloquer les utilisateurs tant qu'ils n'ont pas eu cette formation. Ce qui fait que ça les empêche aussi, ça leur réduit énormément la quantité de no-show, d'absentéisme sur ces sessions, sur ces trainings en ligne. Et une fois que l'utilisateur a suivi une session, alors il change de paramètre dans le pare-feu, il a un filtrage qui est moins fort, etc., etc. Et bien sûr, la sensibilisation, on n'insiste jamais assez, mais un utilisateur sensibilisé, que ce soit au phishing, à la sécurité de son PC, verrouiller un ordinateur, mais c'est tout bête, le nombre de personnes. Moi, je prends le train et l'avion souvent. J'étais à côté de quelqu'un bref, à Montpellier, vous imaginez les boîtes qu'on a dans le médical, à côté dans l'avion, la personne va pisser, ne verrouille pas son ordinateur à côté de moi. C'est un ordinateur pas verrouillé pendant 5 secondes, je branche une clé USB, j'appuie sur Entrée, je l'enlève, j'ai installé un malware, j'ai récupéré les mots de passe en mémoire. Enfin, c'est catastrophique. Donc là-dessus, il faut vraiment sensibiliser et il n'y a aucune solution logicielle qui pourra compenser un mauvais usage aussi utilisateur. Et les assurances commencent à vous le demander, ou en tout cas, certaines à vous l'imposer, d'autres à vous donner des bonus si vous faites ces actions de sensibilisation. Plutôt pas mal. Et chez tout bénef, en effet, un utilisateur sensibilisé, de toute façon, aura eu l'information, on va la garder. Alors, ça n'empêchera pas de toujours noter un mot de passe sur un post-it, etc. Mais, enfin, quoique, on peut toujours espérer. Mais souvent, nous, ce qu'on fait, c'est, écoutez, vous ne croyez pas, parce que c'est très abstrait, finalement. En fait, on va faire une démo. Et nous, ce qu'on fait dans la sensibilisation, c'est on déroule pas un slide avec... si, on déroule un slide, mais on a des phases de démo. Et on dit, voilà, regardez, effectivement, nous, notre expert en sécurité chez nous le fait assez régulièrement. C'est, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Rien. Je me suis juste connecté ou j'ai juste fait telle action, etc. Mais en fait, regardez, hop, il prend la photo de la salle de classe. En fait, le PC avait utilisé la webcam pour prendre une photo de toute l'assemblée sans qu'on ait touché à ce paramétrage. Et là, l'utilisateur se dit, ah oui, finalement, c'est concret. Voilà. On ne sait pas comment ça marche, on sait pas comment ça marche, mais en fait, on a vu que c'était possible. Et souvent, ça aide l'utilisateur aussi à se projeter, parce que quand c'est pas son domaine, il s'en fiche un petit peu et ça va beaucoup plus vite de prendre des raccourcis des fois. Voilà, et lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller plus vite. Donc souvent, ça aide d'avoir quelques démonstrations en fait, pour rendre ça plus réel. Finalement. En fait, c'est super important de sensibiliser les utilisateurs entreprises. Je vous parlais de RGPD tout à l'heure, en complément de tout ce qui est antivirus, les pare-feux dignes de ce nom et les anti-spam. Travailler sur les habitudes des gens en entreprise, c'est hyper important. Surtout, on le voit là maintenant, tout le monde est à la maison avec l'utilisation du PC perso. Les gamins s'en servent pour jouer. Il y a un minimum de vigilance à avoir et que les employés n'ont pas forcément aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est hyper important. Chez nous, complètement. Petit témoignage de sensibilisation. Nos deux plus gros clients étant Safran et Airbus, j'imagine que c'est ça la raison. On a la visite de la DGSI une fois tous les 2-3 ans. Qui vient faire une petite sensibilisation. Ça dure 2-3 heures. Ils ont des slides avec tout un tas d'anecdotes croustillantes. Alors en plus, ça plaît énormément parce qu'il y a un côté bureau des légendes. Tout le monde en parle ensuite pendant toute la semaine. Mais c'est intéressant. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il suffit de les solliciter pour avoir cette présentation-là. Alors, ils ne sont pas disponibles du jour au lendemain, mais ils sont capables de venir dans des boîtes comme la nôtre où il n'y a que 20 personnes. Hein. À partir du moment où il y a un sujet
un peu sérieux, notamment à travers nos clients, y viennent. Donc, c'est aussi une bonne entrée en matière, à mon avis, pour sensibiliser tout le monde. C'est un côté un peu, voilà, un peu bureau des légendes, comme je disais. Donc, ça intéresse tout le monde. Et puis ça soulève des vraies questions. On leur pose des tas de questions. Alors, on sort de là, on est un petit peu en mode, OK, quoi qu'on fasse, il y a un peu de parano on se après. fait pirater. Il y a un peu de parano et on se dit que Ouais. finalement, il y aura toujours une faille. Mais quand même, ça permet d'évoquer un certain nombre de sujets. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, donc n'hésitez pas à les solliciter. Il y a l'ANSI. Bon, moi j'ai fait une formation sur pour les pare-feux, des mails ransomware qui sont hyper bien foutus. Vous parliez du fait qu'il n'y ait plus de faute d'orthographe aujourd'hui, c'est parfait. Moi, je bosse avec une entreprise qui vend un pare-feu, qui commence à mettre en place, quand même pas mal développé, l'analyse même carrément graphique des logos utilisés. Parce qu'il y a des mails vérolés qui arrivent avec des positionnements de référence au bon endroit. Le logo semble pas mal. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Et j'ai sensibilisé les gens en leur montrant un vrai mail et le même, mais en faux. C'est bluffant. Et les petites erreurs se trouvent qu'au niveau graphique, quoi. Donc, il ne faut pas être parano non plus à tomber sur tout, parce que effectivement, le zéro défaut n'existe pas, mais leur souligner un peu, d'avoir un peu plus de vigilance, je pense que c'est vachement important, quoi. Allô ? Oui, non, mais justement, c'est très important En fait, l'utilisateur, il va vouloir voir tout ça, donc il va falloir le confronter Exactement. à la réalité en lui disant, effectivement, comparer deux mails et en analysant un petit peu en quelques minutes, en disant, regardez, ça a l'air d'être légitime. En fait, ça l'est pas. Alors, quand on arrive graphiquement à pouvoir dire pourquoi ça l'est pas, tout en sachant que là, on a un vrai et un faux, donc c'est facile de jouer au jeu des 7 erreurs. Mais quand on n'a pas eu le vrai mail depuis des mois et qu'on voit le nouveau qui arrive et qui n'est Exactement. pas le bon Exactement. mail, on se fait avoir. Donc, on se fait avoir, on est un minimum vigilant. La vraie question que je leur ai demandé de se poser, posez-vous la question, pourquoi est-ce que tel site vous envoie cette demande d'information ? Voilà, moi ce que j'allais dire, c'est ça, c'est partez pas du principe que le mail il sera légitime ou illégitime, il y a de grandes chances Exactement. que le hack vienne de quelqu'un, d'un de vos sous-traitants qui s'est lui-même fait pirater. Donc le mail sera pseudo 100% légitime, vous y pourrez rien, le mail il va passer. Mettez en place des process de double validation. Alors, il y aura toujours des exceptions au process, bien sûr, mais typiquement, le cas concret, c'est un salarié qui vous demande de changer d'IBAN pour son virement bancaire. Aujourd'hui, la majorité, pas la majorité, mais beaucoup d'argent qui part dans les entreprises, et légalement, vous êtes bien emmerdé quand ça vous arrive, c'est un fournisseur ou un salarié qui vous a fait une demande de changement d'IBAN. Parce que vous, le salarié qui vous fait la demande de changement d'IBAN, il le fera depuis une adresse personnelle. Et c'est normal. Et si ce salarié il est en déplacement ou que c'est votre service RH qui gère la demande, vous allez, et ça marche même dans la fonction publique, enfin, ma copine est médecin à l'hôpital, elle a fait changer son IBAN avec son mail perso au CHU, ils ont changé son IBAN juste depuis un mail perso qui s'appelait Pauline machin, et c'est passé tel quel. Et imaginez le salaire qui tombe, si ce n'était pas son IBAN, le mois d'après, il ne tombe pas chez elle, il tombe chez quelqu'un d'autre. Il n'y avait aucun process de validation à l'hôpital. Et ça, si vous versez le salaire de votre salarié sur le mauvais compte, vous êtes responsable. Donc, c'est quand même... L'employeur est responsable de l'utilisation des données. Voilà. Donc là-dessus, il faut aussi faire attention à ça, c'est que la demande peut venir des fois de quelque chose qui vous paraît complètement classique. Il y a beaucoup de fraude sur la partie remboursement de mutuelle aussi. Donc, nous, ce qu'on aime bien faire dans la sensibilisation, c'est d'aller toucher aussi l'utilisateur sur le côté perso. C'est de le sensibiliser sur tout ce qu'il apprend là, ça le protège aussi en perso. Des gens qui ne verrouillent pas leur PC, plutôt des étudiants, des fois leurs enfants, ils sont à l'école, ils se connectent sur tel ou tel, à l'école, je parle plus aux lycéens, ils vont se connecter sur le site de leur mutuelle étudiante ou je ne sais pas trop quoi, maintenant il n'y en a plus comme ça, mais ne pas verrouiller une session après avoir utilisé son Gmail. Il y a eu une grosse campagne contre le Crous il y a quelques années. En fait, les personnes faisaient des modifs de RIB, envoyaient des demandes de modifs de RIB pour toucher des APL et pour toucher une partie des bourses. Sauf qu'une fois que ces demandes sont faites faussement légitimes, l'argent, une fois qu'il est versé, l'État, il n'a pas envie de le verser une deuxième fois parce qu'il s'est trompé. Et donc là, c'est très compliqué
derrière, en plus d'aller chercher. Et puis, les procédures judiciaires, il n'y a quasiment rien hein, quand c'est ça en France. Imaginez-vous, ce n'est pas pour 50 ou 100 000 euros qui vont s'embêter la vie. Gaumont-Pathé a versé 17 millions d'euros par erreur sur le mauvais compte, petite fraude au président. Il n'y a pas qu'un email. L'email, ça sera un maillon de la légende. Comme tu disais tout à l'heure, le bureau des légendes, il y a un maillon qui est faux, c'est le mail, mais vous allez avoir un coup de fil, vous allez avoir un SMS, vous allez avoir un pirate qui va appeler votre opérateur en expliquant qu'en ce moment, c'est le Covid et que votre salarié il a oublié son téléphone au bureau, qu'il faut faire une redirection de ligne, et on va vous faire rediriger l'appel de votre commercial ou de votre ingénieur sur une autre ligne, parce que vous avez un contrat flotte chez Orange ou Bouygues. Et s'ils ne mettent pas de double vérif, vous avez un maillon de la chaîne qui commence à être corrompu. Grâce à ce premier maillon corrompu, la personne envoie un deuxième mail, ça paraît crédible, un troisième mail, elle envoie même un courrier s'il faut, ça vous parle, ah oui, j'ai cru voir un courrier qui disait que la semaine prochaine, il y avait un changement de process chez tel ou tel marché public. Et l'un dans l'autre, à la fin, vous faites un virement de 17 millions sur le mauvais RIB. Et voilà. Et ouais. Donc ça, c'est des choses qui, malheureusement, on dit toujours, il ne faut pas être parano, ça arrive qu'aux autres. C'est comme quand vous êtes médecin à l'hôpital, hein, les accidents de moto, ça n'arrive pas qu'aux autres, vous les voyez toute la journée. Là, nous, c'est pareil, dans la cybersec. Toute la journée, on voit ceux à qui c'est arrivé et ça ne leur coûte pas 5 ou 10 000 euros. Il y en a, ça leur coûte vraiment plus cher, sans parler de l'atteinte à l'image, de la perte de confiance des salariés, du temps et de l'énergie que ça va vous coûter et du risque juridique, bien sûr, qu'il va y avoir derrière, le RGPD, tout ce qu'on veut. Mais là, limite, c'est du détail. Une fois que vous êtes dans la galère. Je vois que l'heure tourne. On a abordé que deux sujets sur 4. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être éventuellement de programmer une autre session pour la suite. Si oui, ça pas de vous souci. convient. Ok. Et puis peut-être, puisque bon, je sens que le sujet quand même est intéressant et que peut-être un café visio, ça suffit pas. On peut aussi peut-être, dans le cadre de la factory cybersécurité, lancer un sujet là-dessus voilà, s'il y a une appétence sur le sujet, faire quelque chose un peu plus étoffé pendant 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures sur un sujet en particulier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ok. Nous, s'il y en a qui sont intéressés, avec plaisir pour faire ça. Sachant que nous, la Factory Cybersec, c'était Eric de chez nous, Eric Bullier, que vous connaissiez peut-être. Voilà, nous, il part dans 10 jours, des 26. Mais sur la partie Cybersec, nous, on est vraiment orienté là-dessus, sur des sujets qui peuvent être des fois plus spécifiques. Hein. S'il y en a qui sont intéressés par des sujets, n'hésitez pas à proposer. Ça va être la sécurité de vos accès cloud, de vos alertes, sécurité au niveau de vos logiciels, si vous êtes éditeur de logiciels, comment mettre des bonnes pratiques sur la partie développement logiciel. Ça peut être des focus particuliers. Donc, si on a des sujets en tête, qui nous proposent avec plaisir de présenter là-dessus, bien sûr. Et d'échanger, parce que le retour d'expérience, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est très agréable parce que ça permet aussi de rebondir, justement de pouvoir avoir un petit peu plus d'eau à notre moulin. Donc, c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir échanger là-dessus. Charles, vous aviez des sujets que vous vouliez particulièrement aborder ou pas ou non? Pas particulièrement. Je suis toujours intéressé d'avoir des retours d'expérience et voilà, et les entreprises, ça m'intéresse. Mais parce que je suis, comme je le disais tout à l'heure, je suis très, très parano là-dessus. Donc, je suis très ouvert à tout ce qui peut être la sécurité de l'entreprise. Et voilà, donc non, j'ai pas de sujet plus que ça. J'ai fait des choix aujourd'hui techniques que l'on a mis en place, mais je suis très à l'écoute. Hein. D'accord. Luc et Pascal, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un casque? Il y a une seconde, il est peut-être une. Oui. Non, mais voilà, il est avec sa petite. Les devoirs sont finis. Juste, Luc, pour conclure, est-ce que vous avez donc des sujets que vous voulez aborder sur un prochain café visio ou sur une factory plus en détail ou pas? Au sujet de cybersécu, non, je pense qu'il faut. Alors, Adrien avait cité d'autres sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, donc ça vaut le coup de continuer, je pense. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai pas mis mon micro. Oui, voilà.
voilà, donc c'est vrai que le côté télétravail aujourd'hui accentue tout ça. Il y a le côté sauvegarde aussi, hein, parce qu'en cas de ransomware, comment retrouver ces données intègres. Nous, ça a changé un petit peu les process, hein, des sauvegardes externalisées, etc. Voilà. Donc, je suis en train de faire le tour de tout ça, par exemple, dans notre société, parce que chacun a trouvé sa petite solution de débrouille, vu que les choses sont en train de durer. Et qu'on va sans doute nous suggérer de rester en télétravail un certain temps après le 11 mai. Voilà, on est en train de rationaliser tout ça. Donc, le côté de la sauvegarde, qui est à mon avis très lié à la cybersécu, évidemment. Voilà. Ok. Ça peut être abordé dans ce cas-là, sachant que là aussi, ça va avec la centralisation. Tout à l'heure, on en parlait, mais tous les œufs dans le même panier ou pas. C'est clair qu'une fois qu'on a une solution de collab unifié, quand on sauvegarde, c'est plus facile côté administrateur, c'est plus facile de sécuriser ça, mais on a toujours, selon les process, selon les boîtes, des morceaux de données qui viennent de telle machine-outil ou de tel site distant qui est dans tel pays où on ne peut pas sauvegarder comme on a envie de sauvegarder. On peut aborder, sachant que nous, dans nos clients, on en a pas mal qui travaillent avec la Chine notamment, qui est un sujet sensible, l'Algérie aussi, où les VPN sont interdits. Enfin voilà, il y a pas mal de cas comme ça. Donc ça peut être un des points qu'on intègre, notamment comment sauvegarder les données qui sont dans le cloud, parce que typiquement LastPass, on peut sauvegarder ces données, mais c'est assez spécifique. Office 365, pareil, on peut sauvegarder, mais il y a des process à part. On pourra aborder ça, ouais, c'est un bon point. Okay. Et Magali, Pascal, vous avez des sujets avant qu'on clôture que vous voulez aborder plus précisément? Alors non, moi, les sujets qui m'importaient déjà ont été évoqués ce matin. J'étais plus sur la sensibilisation et puis les outils. Ensuite, les sujets qu'on n'a pas traités m'intéressent aussi. Donc, en effet, si on peut les reprogrammer, ce serait hyper intéressant. Merci. D'accord. Et Pascal, je ne sais pas qui c'est, Pascal, qui est en ligne aussi, non? Ok. Écoutez, je sais pas, sauf si vous avez autre chose que vous voulez aborder, je pense que ce serait le moment de clôturer. Juste pour vous... Pascal, si tu veux parler, peut-être tu as juste oublié d'enlever t'as ton micro qui est désactivé, c'est peut-être ça le problème ou... Non, ou alors il est parti chercher boire un café. C'est possible aussi. Juste donc, demain, c'est le sujet, c'est préparer la sortie de crise pour reprendre le business. Donc voilà, je vous invite. Peut-être m'entendez-vous? Oui. Oui. Bonjour. Excusez-moi, j'étais à l'écoute uniquement parce que j'avais d'autres choses à faire en même temps, c'est pour ça. Mais oui, donc j'ai suivi un peu votre intervention. Donc, moi, j'interviens en courtage d'assurance. D'accord. Donc, si ça vous intéresse, effectivement, on pourrait effectivement faire une intervention sur ce côté. L'assurance en général, hein, pas spécifiquement de compagnie. Voir un peu comment c'est appréhendé et ça peut compléter effectivement vos réflexions. Alors, il y a un sujet assurance mercredi matin, je crois, en Café Visio. Hein. Oui, mais c'est plutôt le sujet, c'est comment accompagner les entreprises dans cette situation de crise. Oui, Donc, je ne suis pas sûre qu'on va aborder l'aspect, je vais me renseigner, mais plutôt l'aspect cyber, quoi. Je pense qu'on va plutôt rester sur… sur le côté… J'en ai vu, c'est a priori plus générique sur le contexte Covid. Effectivement, les assureurs face à leurs clients dans ces périodes. Nous, on a fait un document d'ailleurs que j'avais passé à nous sur la vision en fait, de Grâce à Voix par rapport aux différents risques. Donc ça peut-être plutôt rapide de passer en complément. Ok. Bon, super. Et du coup, merci Ludovic, Léo et Adrien. Je reviens vers vous pour Avec plaisir. programmer donc la suite. Ok, avec plaisir. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée, merci.